Vous écoutez l'épisode 002 du podcast Coureur.io avec mon invité Dominique Royer. Mon nom est Francis et je suis l'animateur de ce podcast dans lequel j'ai la chance de recevoir des coureurs de tous les niveaux pour qu'ils nous partagent leur expérience, différents spécialistes de la course à pied ainsi que des gens de l'industrie de la course à pied au Québec. Bonjour tout le monde! Premièrement, merci d'être ici. Je suis vraiment content d'être là aujourd'hui. On reçoit Dominique Royer, qui est un coach de course extraordinaire qui présentement entraîne au-dessus de 150 coureurs à Montréal. En plus d'avoir un bac en kinésiologie, il est à la tête du programme Kiné Endurance de la boutique Endurance. Il est conseiller produit à la boutique Endurance. Il y a plusieurs podiums à son actif à titre de coureur. Et à l'heure où on se parle, il termine sa formation en massothérapie dans le but de devenir massothérapeute pour les coureurs. Donc, tout un homme qui aime la course, il en est passionné et en plus, il nous donne des bons conseils. Aujourd'hui, son entrevue va être sur l'importance de courir lentement. Je vous invite à rester jusqu'à la fin. Je vais partager avec vous les résultats que ça m'a apporté à moi de courir lentement, d'écouter ces conseils-là. Avant de commencer l'entrevue, j'aimerais vous rappeler qu'on a le SMS. Si vous aimez l'épisode, si vous aimez le podcast, textez-nous le 002 au 514-612-3039, 514-612-3039. Vous pouvez aussi communiquer avec nous par SMS si jamais ça vous dit. L'idée, c'est vous nous envoyer un petit texto, puis par la suite, on va vous envoyer les nouvelles à chaque lancement d'épisode. On va vous envoyer un petit texto pour vous rappeler que l'épisode est disponible. Sans plus tarder, commençons notre entrevue avec Dominique Royer. Bonjour Dominique, premièrement, merci d'être avec moi aujourd'hui pour cette entrevue de podcast. Bonjour Francis, ça me fait plaisir d'être avec toi ce matin. Premièrement, j'aimerais que tu me racontes ton parcours de sportif. Donc Dominique Royer, on sait que c'est un coach élite, mais comment tu as commencé ton parcours de sportif? J'ai joué toute ma vie au baseball. J'ai joué 20 ans au baseball, de 3 ans jusqu'à 23 ans. J'ai joué aussi au hockey plus récréatif. Là. J'ai joué au baseball un peu plus haut niveau, mais au hockey, c'était plus récréatif. Puis j'ai essayé aussi plein de sports quand j'étais jeune, du basketball, du soccer. Donc j'ai toujours baigné dans le sport, mais vraiment le sport qui me définissait pendant longtemps, ça a été le baseball, pendant 20 ans en fait. J'ai commencé un peu plus jeune à tombe, pee-wee, bantam. Puis c'est arrivé à bantam, j'étais un peu plus grand, un peu plus costaud que les autres joueurs. Et c'est là où je me suis démarqué. Puis j'ai même eu la chance d'aller en sport-études. Le coach du sport-études est venu me chercher en midget. Puis il m'a dit, écoute, j'aimerais ça que tu viennes à mon école pour aller en sport-études. J'avais pas les notes, malheureusement, c'était ça le petit défaut que j'avais. J'avais pas les notes pour aller en sport-études, mais il m'avait demandé à l'époque, fais juste passer tous tes cours cette année et puis l'année prochaine, je vais t'accepter en sport-études. Tu n'as pas besoin d'avoir 75% comme les autres. Fais juste passer tous tes cours puis à ce moment-là, je vais t'accepter. Puis ça m'a aidé beaucoup. Fait que à ce moment-là, en secondaire 5, je suis allé en sport-études baseball et ça m'a ouvert beaucoup de portes. Donc, cette personne-là, je ne sais pas si c'est un directeur ou un C'est professeur. Stéphane Lepage, c'est le directeur général du baseball à Édouard-Montpetit, qui est une école secondaire à Montréal. C'est lui qui m'a fait... Fait que lui, il a vraiment vu en toi un talent là, pour décider de un petit peu bypasser les règles établies on pourrait dire ça. Pour te mettre. Donc, j'imagine qu'il a vu quelque chose en toi de différent, oui, on pourrait dire ça. Dans le fond, il venait voir nos parties dans le Midget 3A. Fait que ça se passe l'été. Okay. En fait, c'était au mois d'avril. Fait que je finissais l'école. Là. Je savais que j'étais sur la limite d'avoir des bonnes notes ou pas des bonnes notes. T'sais, les examens finaux arrivaient. Puis c'était à ce moment-là, il a vu en moi, il a dit justement « Hey, j'aimerais ça que tu sois parmi nous l'année prochaine. » Puis c'est là qu'il a réalisé que j'avais pas les notes. Et c'est pour ça qu'il m'a motivé d'une certaine façon à dire « Regarde, passe tous tes cours. Puis si tu es capable de faire ça, je vais te prendre l'année prochaine. » Ça, c'est bien. C'est peut-être un bon exemple aussi, les gens du sport-études, d'aider à raccrocher les jeunes. On ne sait pas ce que ça t'a ramené de ne pas aller là. Ah, évidemment, tu as raison, c'est vrai. Fait qu'à quel moment que tu découvres que tu deviens Dominique le coureur, en fait? Donc, après le sport-études, après ça, je suis allé au cégep. Et puis, je continuais à jouer au baseball. J'ai joué dans le junior élite. Le junior élite, c'est un peu comme le junior majeur du hockey, mais au baseball. Et puis, j'ai joué 5 ans dans le junior élite pour les Orioles de Montréal.
Et à la suite de ça, je suis allé jouer 1 an en Belgique. J'ai eu une chance, un coach de la Belgique qui m'a appelé, qui m'a dit « Écoute, j'ai le droit à un joueur étranger dans mon équipe. Est-ce que tu aimerais ça venir jouer pour les Phoenix de Louvain-la-Neuve? » C'était ça le nom de l'équipe. J'ai accepté l'offre et j'ai adoré mon expérience d'aller jouer au baseball là-bas. T'avais quel âge? J'avais 23 ans. Donc, à 22 ans, tu ne peux plus malheureusement jouer pour le Junior Elite à Montréal. Ta carrière est finie. Okay. Fait qu'à 23 ans, je pensais plus jamais jouer au baseball. Je pensais me retourner vers un entraîneur de baseball. Et puis, j'ai eu cette offre-là. Donc, je suis allé jouer au baseball en Belgique et j'ai adoré mon expérience. Quand je suis revenu, il me restait 2 sessions à faire à l'université. Donc, je suis revenu ici à Montréal. J'avais jamais encore couru, même pas 20 minutes. Et c'est mon ex-copine qui, à l'époque, m'avait dit « Hey, viendrais-tu courir une vingtaine de minutes avec moi? » Je me souviens, lui avoir dit « Pouf, non, courir, là, non, ça me tente pas vraiment. » Juste entre le premier et le deuxième but, sinon c'est trop long. Exactement. Tu connais un peu le baseball, c'est un peu ça. Là. Tu cours 90 pieds puis c'est tout. Donc, je lui avais dit, ça me tente plus ou moins, mais j'étais allé quand même. Je me suis dit, ça va nous faire une activité à faire en couple. Et on avait couru là, tellement lentement. Je trouvais qu'on était lent quand on courait. Mais quand on est revenu à la maison cette journée-là, j'ai senti quelque chose. Je me suis dit, j'ai quand même aimé ça. Je me trouvais poche, je me trouvais pas rapide, mais je suis revenu à la maison puis j'ai eu un petit buzz, c'était pas si pire que ça. J'ai aimé mon expérience. J'avais les genoux en feu, là, ça me faisait mal, mais j'avais vraiment aimé mon expérience. Et c'est le samedi suivant, c'est moi qui a demandé à Valérie, qui est mon ex-copine. On la salue. Oui, on la salue, salut Valérie. Est-ce que tu voudrais recommencer? Voudrais-tu refaire 20 minutes? Mais là, on ferait 25 au lieu de 20. Puis là, elle était plus hésitante. Mais finalement, à chaque semaine, on ajoutait 5 minutes. Fait que 20, 25, 30 minutes. Mais on courait juste une fois par semaine. Puis à un moment donné, moi, j'ajoutais une deuxième séance. Donc, je faisais le samedi et le dimanche. Et je te le dis, là, c'est vraiment, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai accroché tout de suite. Je suis certain que le fait d'avoir commencé lentement, veux pas, on courait tellement lentement puis pas longtemps, ça m'a aidé à accrocher, ça m'a aidé à trouver ça plaisant. Je travaillais pour une entreprise qui se spécialisait dans la perte de poids. Comme kinésiologue, je travaillais pour eux. Et j'allais au travail en courant et je revenais en courant. Ça me donnait 5 km le matin, 5 km le soir. Fait que ça faisait que mon entraînement était fait. Ça faisait que j'avais plus besoin de payer pour la carte puce. Puis j'allais plus rapidement au travail. Fait que vraiment, j'ai associé la course à pied à quelque chose d'agréable grâce à ça. Puis ça a été un gros moment déclencheur. Pourquoi je suis devenu coureur là, à ce moment-là. Merci. Puis, y a-t-il un moment que tu es le plus fier, que tu aimerais nous raconter ton expérience dans ta vie de coureur, évidemment? Oui. Dans le fond, j'ai commencé à courir en 2012, février 2012, puis en 2013, janvier, février 2013, donc un an plus tard, oui, exactement, un an après, j'avais dans l'idée de m'inscrire à une course, un demi-marathon. Pourquoi? Parce que je faisais des petits programmes d'entraînement pour coureurs, mais je me sentais un peu imposteur. Parce que là, les gens me disaient, OK, tu es kinésiologue, tu cours, bien j'aimerais ça que tu me fasses mon plan d'entraînement de course. Mais j'avais jamais fait d'événement, j'avais jamais fait de course officielle. Fait que souvent, les gens me disaient, ouais, mais moi, mon beau-frère ou le cousin de ma sœur, bien, il a fait un marathon en 3h40, puis lui, il dit que. Puis à chaque fois, ça me gossait parce que je me disais, oui, mais attends, il n'y a pas mon expérience. Alors, je me suis dit, j'aimerais ça m'inscrire à un événement, un demi-marathon ou un marathon et faire un super bon temps. De cette façon-là, je vais être le kinésiologue, l'entraîneur en course à pied et aussi le bon coureur. Et puis, je me suis inscrit à un marathon. J'ai décidé au mois de mars 2013 de m'inscrire à mon premier marathon qui était au mois de septembre, le marathon de Montréal, en 2013 également. Donc, ça aurait fait à peu près 1 an et demi que je courais. Tu avais 6 mois pour te préparer. Exactement. J'avais 6 mois quand même, ce qui n'est pas si mal, puis j'avais couru pendant 1 an. Puis ça ressemblait à quoi tes longs entraînements, mettons, à ce moment-là, avant ton 6 mois d'entraînement pour le marathon? Avant ça, ce que je faisais 5 km le matin, 5 km le soir, à tous les jours. Fait que ça me donnait 50 km pour la semaine. Je faisais peut-être une petite sortie le samedi, 6-8 km. Et le dimanche, j'essayais d'allonger mes sorties. 12, 14, 16, 18 km. Fait que je faisais quand même un bon volume, 75 km par semaine. C'est très bon. C'était quand même pas si mal, mais j'avais pas évidemment le bagage ni le volume pour devenir un marathonnier.
Et je me suis fié à un livre que j'ai adoré. Pour commencer à courir, là, je vais en parler, là, c'est Courir au bon rythme. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de Québécois qui connaissent ce livre-là. Et moi, je me suis fié à ça. Donc, j'ai dit, je vais faire mon premier marathon, je vais suivre le volume qui est demandé dans le livre et les intervalles. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Et j'avais dit à tout le monde à ce moment-là, je vais faire mon premier marathon en bas de 3 heures. Je vais dire, je suis capable, je vais faire ça en 2h59. Et là, tout le monde me disait, c'est peut-être pas la meilleure idée au monde. Peut-être que tu devrais essayer 4 heures comme tout le monde. Amuse-toi. Là, tu vas te mettre une pression qui est inutile. Et moi, je voulais ça. Donc, je me souviens, j'étais parti ce matin-là, le 21 septembre 2013. Et là, je voulais vraiment briser le 3 heures. Tu n'as pas écouté personne. J'ai pas écouté personne sauf moi. Et je me souviens, 3 km avant l'arrivée, donc au 39e kilomètre, je regardais ma montre. Et là, je savais que je ne l'aurais pas. T'sais. Je regardais ma montre, puis j'essayais de calculer 5 minutes au kilo pour les 3 derniers kilos, ce qui m'aurait donné 15 minutes de plus au chrono que j'avais. Et je réalisais que même ça, je ne serais pas capable. Parce que je ralentissais. Là. Et puis, mon frère est venu. Je ne sais pas d'où il sortait. Je n'ai pas une super bonne connexion avec lui, mais il est venu ce matin-là en patin aligné. Puis, il est venu à ma droite, puis il m'a dit « Dom, tu es au courant que tu n'atteins pas ton objectif. » Fait que là, j'ai venu rien te décourager. dit. Il est venu me décourager. Fait que j'étais vraiment déçu. J'étais super triste qu'il me dise ça. Et puis, je l'ai regardé, puis j'ai fait signe genre, non, c'est pas le moment, là, tu comprends pas, ça fait 39 kilos que je travaille fort. Puis il m'a dit, ben si tu veux atteindre ton objectif, dépêche-toi. Puis accélère parce que pour le moment, tu l'as pas. Fait que arrête de niaiser, puis accélère. Ça m'a fait tellement de peine, je me suis dit, mon Dieu, mon frère, il est pas avec moi dans la vie, puis là, il vient, puis il me casse les jambes de même. Mais au contraire, j'ai accéléré. Il t'a encouragé, au final, il t'a encouragé. Absolument. Ça a fonctionné. Ça n'a pas fonctionné, ça a super fonctionné. J'ai accéléré, puis c'est là qu'il m'a dit, bon, là, tu as compris. Et je sais pas comment j'ai fait, je sais pas, fouille-moi, mais j'ai réussi. J'ai fait 2h59 et 30 secondes. J'ai atteint l'objectif. Grâce à lui, je me suis effondré à la ligne d'arrivée, je lui ai serré la main, puis il est reparti tout de suite. Il n'est même pas resté une minute. Il a fait le travail qu'il devait faire cette journée-là. Alors, comme un frère doit faire. Comme un frère doit faire. Puis il l'a fait, puis je me souviens, je l'ai toujours remercié pour ça. Alors, c'est le plus beau moment en course à pied pour moi, c'est celui-là. Fait que ton premier marathon en bas de 3 heures. Oui, exactement. Puis on remercie ton frère pour ça. On remercie, parce que sans lui, je te jure que je n'atteindrais pas mon objectif. Puis est-ce que tu as été détruit pendant un petit bout après? Oui, vraiment. J'ai pas écouté mon corps, Francis. J'ai été détruit pendant plusieurs mois. J'avais mal au genou, ce qu'on appelle le syndrome de la bandelette, le tractus iliotibial qui tire, qui fait très mal. C'est une douleur au genou, en fait. Et pendant des mois, j'ai pas été capable de courir. J'aurais jamais dû m'essayer pour ce marathon-là et j'aurais jamais dû essayer en bas de 3 heures non plus. Oui, c'est ça. Parce que tu n'étais pas assez entraîné. Je n'étais pas du tout assez entraîné pour ça. Mais ça, tu peux le dire aux autres par expérience maintenant. Absolument. Maintenant, je veux savoir à quoi ça ressemble tes semaines d'entraînement. On va s'en aller dans le présent. À quoi ça ressemble tes semaines d'entraînement aujourd'hui d'homme le coureur? Pour un demi-marathon ou un marathon, généralement, j'essaye de mettre plus de volume, ce qui veut dire plus de kilomètres hebdomadairement. Alors, pour un demi-marathon, je vais m'en tenir entre 100 et 120 kilomètres. Puis ça va être des bonnes semaines d'entraînement. Ça va être des semaines d'entraînement où je vais avoir généralement les jambes fraîches, puis genre des bons entraînements d'intervalle. Pour un marathon, j'ai essayé plusieurs recettes, mais une bonne recette qui fonctionne pour moi, c'est d'avoir le plus élevé de mon entraînement à 140-150 km par semaine. Donc, de mettre un peu plus de kilomètres, donc d'avoir les jambes plus fatiguées, c'est plus représentatif de ce que je vais vivre la journée du marathon. Puis pour les événements un peu plus courts, donc si je m'entraîne pour un 5 km ou un 10 km, je peux me permettre d'avoir un volume hebdomadaire de 75, 80, 90 km tout au plus dans ma semaine, avec des très bons intervalles. Okay, là, tu fais plus d'intervalles. Tu as tout compris, exactement, des jeux de vitesse. Puis ça ressemble à quoi quand tu fais 150 km? La répartition, c'est-tu 5 fois 5 km puis 2 fois 50? C'est une super bonne question. Tu poses des bonnes questions depuis tantôt, Francis.
Ce que je fais, puis ça a été la meilleure recette, c'est la meilleure recette pour moi, c'est de diviser mes entraînements en deux. Puis j'aime même pas ça dire le mot entraînement, ça me fait tellement plaisir d'aller courir. C'est plus mes sorties. Donc ce que je vais faire 12 km le matin, et puis le soir, j'ai les jambes fatiguées, et je vais courir avec ma copine, et puis on va faire un 10-12 km ensemble. Ce qui me fait au total dans ma journée, mettons 24 km, et puis là, je vais essayer de répéter ça quelques jours, et puis peut-être une journée un peu plus relaxe le samedi, et le dimanche, je vais y aller pour ma longue sortie, 32, 34, 36 ou 38 km. Tu t'entraînes 2 fois par jour. Exactement, parce que sinon, je me lèverais pas à 4h30 du matin pour faire 24 km, ça serait trop, puis j'aimerais pas ça. Je veux toujours associer la course à pied à quelque chose d'agréable, et pour moi, l'agréable, c'est de faire un petit peu le matin, un petit peu le soir. C'est un bon truc, ça. Merci. Maintenant, on va faire un petit pivot sur ta vie de coach. Premièrement, je veux savoir comment tu as décidé de faire un bac en kinésiologie? C'est une bonne question. J'étais au cégep et je ne savais pas du tout où je voulais aller. Je savais que je faisais un pré-universitaire en sciences humaines individus. C'est un DEC de 2 ans. Comme tout le monde en sciences humaines, tu ne savais pas ce que tu t'en allais faire. Je ne savais vraiment pas. Puis j'avais pas des bonnes notes. Je prenais pas mon rôle au sérieux. Je prenais pas le cégep au sérieux. Et puis il y a une amie, je me souviens, Kim, qui m'avait dit à l'époque, savais-tu qu'il existe un bac en kinésiologie? Je savais même pas c'était quoi ce mot-là. J'avais jamais entendu. Je pensais que c'était faire des massages. Tu sais, j'avais aucune idée c'était quoi. Et je suis allé voir et effectivement, ils prenaient 50% des notes, mais 50% aussi de ton bagage. Donc, ton bagage sportif. Et aussi, il y avait des tests physiques. Okay. Donc, des lancers au panier, tu courais un certain nombre de mètres, tu faisais des acrobaties, peu importe. Et c'est ça qui m'a aidé, c'est cette portion-là, c'est le 50% de l'entrevue, comme quoi j'ai été en sport-études, comme quoi j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie, et aussi le test physique qui m'a permis de rentrer. C'est certainement pas mes notes. Alors, j'ai fait mon bac. Et ça a été la plus belle chose qui me soit arrivée. Je sais pas je serais où aujourd'hui, mais j'ai toujours été un sportif et j'ai toujours eu aussi l'âme d'entraîner du monde, de motiver du monde, d'encourager du monde à bien faire les choses. Et c'est vraiment ça mon rôle aujourd'hui en tant que kinésiologue. Donc je remercie vraiment là, Kim qui m'a aligné là-dessus là, au cégep. On va remercier Kim. Oui. Puis supposons que les gens connaissent plus ou moins le terme comme toi à l'époque. Dans le fond, c'est quoi la kinésiologie? Quelqu'un qui déciderait d'aller étudier là-dedans, c'est quoi ses perspectives dans le fond? Parce que toi, tu es entraîneur, mais il doit y avoir une multitude. Oui, c'est la science du mouvement en activité physique. Donc, c'est de prendre un mouvement, de le décortiquer et puis de faire en sorte que la personne puisse soit s'améliorer à faire son sport ou soit d'éviter certaines blessures. Et donc, un préparateur sportif dans une équipe de haut niveau, ça va souvent être un kinésiologue. Okay. Et moi, ce que j'avais fait à l'époque, c'est que je m'étais spécialisé dans la perte de poids, qui sort un peu de cette spécialité-là, faut pas se le cacher, mais c'était mon côté que j'aimais de motiver des gens, d'entraîner du monde, d'encourager du monde à perdre du poids puis à être en forme. Okay, c'est pour ça que tu connais tous les nombres de calories dans chaque aliment qu'on mange. Exactement, par cœur, parce qu'il ne faut pas se cacher, hein, la perte de poids, ça passe beaucoup par l'alimentation. Je suis loin d'être nutritionniste, mais il faut quand même le savoir. Tu as quand même des bases. Ouais. Maintenant, je voudrais savoir, quel moment dans ta carrière de kinésiologue tu décides de te concentrer sur la course à pied? Y a-t-il un événement déclencheur? Qu'est-ce qui fait que tu dis, je vais devenir entraîneur de course à pied comme tu es spécialisé aujourd'hui? J'ai eu une cliente que j'ai adorée. J'avais un gros programme avec elle. Elle voulait perdre 30 livres dans l'espace de 4-5 mois, ce qui était beaucoup. C'était une lourde commande et elle courait. Okay. Puis je la trouvais magnifique, cette cliente-là, parce qu'elle avait des gros objectifs. Et puis, je faisais ces programmes, mais je trichais un peu dans la mesure où je prenais le livre Courir au bon rythme, je regardais, puis j'essayais de faire un programme pour elle. Mais tu sais, je me sentais un peu imposteur de faire ce genre de choses-là, mais c'était les seules ressources que j'avais. Et puis, on a eu une très belle connexion ensemble, entraîneur et cliente. Et puis, à mesure que le temps avançait, je me suis dit, mais pourquoi pas essayer de me spécialiser là-dedans? Pourquoi pas essayer de pousser un peu les choses pour lui donner un meilleur suivi, un suivi plus personnalisé? Et c'est là où je me suis rendu compte que tous les coureurs, on est différents, donc je peux pas
lui donner la même recette que je donnerais à quelqu'un d'autre. Elle manquait de temps, fait que ce qu'on faisait, c'est qu'on se concentrait plus sur des intervalles et des jeux de vitesse. Contrairement à quelqu'un qui a plus de temps mais que lui aime moins courir rapidement, à ce moment-là, ben lui, je me concentrais plus sur le volume, mais à basse vitesse. C'est à ce moment-là où je me suis dit je pourrais me concentrer plus sur la course à pied. Il y a eu aussi un gros événement dans mon ancien travail. Il y a eu un gros dégât d'eau là où je travaillais pour l'ancienne entreprise. Et ça a fait en sorte que pendant un certain laps de temps, on n'avait pas accès au gym. OK. Fait que tu travaillais dans un gym. Je travaillais dans un gym, c'est ça, exactement. Tu étais kinésiologue dans un gym. Exactement. C'est là que tu ramassais tes clients. Oui, c'est ça. C'est eux qui me référaient. C'est un peu c'est eux qui me référaient des clients. Puis donc, tu faisais les programmes, dont la dame qui voulait perdre. Exactement. Donc, la cliente qui voulait perdre du poids. Et il y a eu un gros dégât d'eau dans ce gym-là. Et pas de la faute de personne, là, mais on n'avait plus accès au gym pendant quelques mois. On avait accès seulement à une petite pièce. Alors, tous les autres entraîneurs qui travaillaient là, et là, je dis tous les autres, peut-être que c'était pas tous les autres, mais la plupart des autres entraîneurs qui travaillaient là ont décidé de simplement fermer leur plage horaire pour les quelques mois. C'est la plupart des étudiants. Moi, je n'étais pas étudiant. J'avais besoin de mon revenu. Alors, j'ai décidé de les entraîner dans cette petite pièce-là, mais j'avais tellement de difficultés, Francis, j'y arrivais pas. Et là, les clients me disaient, attends, je te paye 70-80 $ de l'heure, puis on est dans un petit local fermé, c'est super désagréable. Et je savais qu'il avait raison. Je me disais, mon Dieu, mais c'est vrai. Fait que je leur ai demandé, est-ce que tu voudrais qu'on aille à l'extérieur? Ah oui, j'aurais plus de plaisir. Parfait, pas de problème. J'en parle avec ma patronne. Ben oui, Dom, je comprends, tu as raison. Étant donné les circonstances, il n'y a aucun problème, tu peux aller à l'extérieur. Et je me suis mis à aller courir avec mes clients à l'extérieur. Et je faisais juste courir avec eux pendant 1 heure. Ils revenaient plus heureux que n'importe quel entraînement que je leur ai donné dans le gym. Je me disais, attends, j'ai couru à l'extérieur, j'ai juste couru, là, j'ai rien fait d'autre. Mais ils me parlaient, il y avait du plaisir. Je me suis dit, mon Dieu, mais c'est quoi là? Je comprenais plus, puis j'ai trouvé ça super plaisant. Je me suis dit, mon Dieu, je me découvre-tu une autre voie, tu sais? L'énergie que ces gens-là dégagent en courant au lieu de simplement courir sur un tapis roulant. Ou même pire, de juste lever des poids. Ils me parlent jamais en levant leur poids, mais là, tout d'un coup, j'apprenais à les connaître. Tout d'un coup, c'était des vraies personnes, c'était plus des clients. Et quand, quelques mois plus tard, le gym a réouvert ses portes parce que le dégât d'eau était fini, ben j'ai continué à courir à l'extérieur avec mes clients. Et malheureusement, ma patronne, et elle a raison d'avoir fait ça, m'a dit que c'était pas possible, que le gym ne couvrait pas, les assurances du gym ne couvraient pas l'extérieur. Et moi, j'ai continué. J'ai continué parce que c'était ça que j'avais envie de faire, puis mes coureurs, c'était ça qu'ils avaient envie de faire. Malheureusement, j'avais pas le droit parce que ça ne couvrait pas, les assurances du gym ne couvraient pas ça. Et je me suis fait montrer la porte du gym en 2014. Donc, toi, tu voulais continuer à avoir cette énergie-là, quitte à un petit peu transgresser les règles établies par l'entreprise pour laquelle tu travailles. Oui, et je me disais, OK, quand il y a eu le dégât d'eau, ça, c'était correct. Ça dérangeait pas. Parce que là, je ramenais de l'argent, puis je me disais, OK, là, ça, c'est correct. Il y a le dégât d'eau, on sait pas trop c'est qui est responsable, ça dérange pas que je sorte à l'extérieur. Mais là, quand il n'y a plus le dégât d'eau, là, j'ai plus le droit. Fait que quand ça fait le bonheur de l'entreprise, c'est correct, mais si ça fait pas... En tout cas, fait que je me suis dit... Un peu 2 poids, 2 mesures. Oui, exactement. Alors, j'aurais pas dû, évidemment, mais c'est ça qui m'a amené à être où je suis aujourd'hui. Là, donc fait à force de transgresser la règle, tu te fais mettre à la porte. Exactement. Tu as tout compris. Là, qu'est-ce que Dom, le coach, décide de faire? Je suis allé porter mon CV dans une... En fait, pour clarifier les choses, l'entreprise pour laquelle je travaillais a décidé de me donner un bon 2 mois. Okay. Pour me trouver quelque chose. Ils savaient, on avait établi une date ensemble, le 25 juillet 2014. Alors, je savais que j'avais du temps devant moi. Je leur en remercie parce qu'ils m'ont laissé beaucoup de temps. OK, ils t'ont pas dit c'est la porte. Non, ça s'est très bien fait. Okay. Ça s'est fait dans le calme, dans le respect, dans la poignée de main. Et donc, je suis allé porter mon CV dans une entreprise et j'avais un très beau CV à mon avis. Là. Coureur depuis des années, kinésiologue, motivant. Je suis allé porter mon CV dans une boutique de course à pied. OK, c'est ça. C'est une entreprise de course à pied. De course à pied, donc une boutique de course à pied. Et je me souviens que le gérant m'avait regardé, il m'avait dit « Ah, désolé, je cherche pas personne pour le moment. » Et là, je lui avais répondu «
je suis venu samedi dernier à ta boutique et la personne m'a répondu « Désolé, je ne peux pas te répondre pour les gels, je cours pas assez pour te répondre. » Et là, moi, je t'offre ça, puis tu me dis que tu ne cherches pas personne. J'avais été... ça m'avait fait de la peine. En gros, il disait que tu étais trop compétent pour la job. On nommera pas de nom, mais sûrement une grosse boutique qui engage les étudiants. C'est ça que j'avais compris. Ça m'avait fait de la peine. Là. Je m'étais dit, mon Dieu, attends, avec ce que je te donne comme chance... Fait que ça m'avait fait de la peine. J'avais appelé Valérie, qui était mon ex à l'époque, qui était ma copine à l'époque. Et là, j'avais vraiment de la peine. Elle m'a dit, Dom, te souviens-tu de la boutique Endurance? On a acheté nos souliers de course la dernière fois. Là. Va donc porter ton CV là-bas. Je suis sûr qu'ils vont prendre en considération toutes tes compétences. Fait que j'ai dit, OK, parfait. J'ai pris la voiture, je suis allé à la boutique Endurance. Et là, j'ai parlé avec Pierre. Pierre était là cette journée-là. Pierre, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le propriétaire de la boutique Endurance. Absolument, c'est ça. Donc, salut Pierre. Et je me souviens, il a pris mon CV. Et là, j'avais plein de belles compétences. Et il a seulement encerclé 1h20 au demi-marathon. Lui, ce qui l'intéressait, c'était ton temps. C'était très drôle, je me souviens, il a pris le CV puis il avait entouré 1h20 et il m'avait dit malheureusement pour le moment, je cherche pas personne. Par contre, ton CV m'intéresse beaucoup, je trouve ça super le fun, mais je viens d'engager tout mon monde. T'sais, on est au mois d'avril, j'ai tout mon monde pour la saison. Donc j'étais un peu triste de ça, mais quelques heures plus tard, à 14h cette journée-là, il m'avait envoyé un message texte et il m'avait dit « Es-tu libre cet après-midi? » Puis, je suis revenu à la boutique, on a fait une entrevue d'environ 30 minutes. Et après ça, il m'a dit, ben c'est beau, je t'engage, viens faire ton premier chiffre ce soir. Là. Je veux que tu passes quelques heures à voir comment on agit ici. Je trouvais ça fou. Je me suis dit, mon Dieu, voir que la vie me donne cette chance-là. Et puis, je suis encore là aujourd'hui à la boutique Endurance. Là, je veux pas faire une plug, mais quand on rentre à la boutique Endurance, on sent vraiment un esprit différent des autres magasins. Là. Je ne vais pas trop embellir la chose, mais c'est vraiment le fun. Quand je suis rentré là, je me suis senti comme à la maison. Les gens viennent te voir, les conseillers, je ne vais pas dire des vendeurs, pour ne pas être péjoratif. Donc, je peux comprendre que tu devais être heureux de te rendre là. Il y a vraiment une énergie dans cette bâtisse-là. Puis on peut le voir par la culture d'entreprise, dans le fond, Pierre, qui t'encercle juste ton temps. Oui, c'est ça, exactement. On comprend. Les compétences, on s'en fout, c'est son temps. Donc, on voit que les gens qui sont là, c'est parce qu'ils aiment courir, c'est pas sur des papiers qui engagent. Absolument, absolument d'accord. Cool. Donc, ça, c'est comme ça. Maintenant, j'imagine que tu as dû faire quand même un gros parcours à boutique Endurance parce que maintenant, tu es rendu à la tête de Kiné Endurance. Je voulais savoir, premièrement, pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que Kiné Endurance? Puis, deuxièmement, comment ça a commencé? Comment c'est arrivé? Comment tu t'es ramassé à la tête de ça? En fait, quelques mois plus tard, là, Pierre, lui, il m'a engagé, mais à quelques heures par semaine seulement. Et puis, à un moment donné, au mois de septembre, je lui ai dit « Hey, j'aimerais ça faire plus d'heures. J'ai plus d'heures à donner. Ça ne me dérange pas de travailler les fins de semaine, ça ne me dérange pas de travailler le soir, puis ça ne me dérange pas de travailler un salaire qui n'est pas hyper élevé. J'aime ça, travailler à la boutique Endurance. J'aime ça, conseiller les gens. » Il m'a dit « Écoute, j'ai peut-être un autre projet pour toi. » Il m'a dit « J'aimerais ça que tu partes un projet qui s'appellerait comme tu veux. Je te laisse élaborer le plan, je te laisse élaborer les prix, je te laisse élaborer les services que tu vas offrir, mais je veux offrir des services qui sont autres que seulement vendre des chaussures. » Okay. Et à l'époque, il y avait déjà Ariane, qui était une autre kinésiologue, qui faisait un peu de services de kinésiologie, qui offrait ses services, mais il n'y avait pas rien d'établi de très gros. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a créé un local. Il n'y avait pas de local à cet effet-là à l'époque. Donc, tapis roulant, il y avait un local, c'était très bien aménagé, avec une belle fenêtre. Fait qu'il m'a vraiment aménagé quelque chose de très beau. Et c'est là où j'ai commencé ce projet-là de Kinendurance pour kinésiologie et la boutique Endurance. Donc, j'ai fait un mélange des deux mots. Et donc, on offre maintenant des évaluations de la condition physique, des analyses biomécaniques, des programmes d'entraînement pour coureurs, club de course qui était déjà mis en place à l'époque, mais qui grossit d'année en année grâce à Kinendurance, je pense. Alors, c'est comme ça que ça a commencé. La clinique de course vient de Kinendurance. Non, les clubs de course étaient là avant, mais c'était plus petit.
Okay. Donc, c'était 2 fois par semaine, même chose qu'aujourd'hui, mais il n'y avait pas un autre groupe qui était intermédiaire. Il y avait moins de coureurs. Les programmes d'entraînement, c'était les mêmes pour tout le monde. Et puis là, ça grossit d'année en année. Oui, je pense grâce à Kin Endurance, mais aussi grâce à tout le monde qui donne un peu de son savoir-faire là-dedans. Là. Puis, je veux juste faire un petit résumé. Donc, Pierre te donne les outils. Je pense que c'est un beau trait entrepreneurial ou peut-être les patrons qui micromanagent puis qui veulent donner des ordres. Donc, si je comprends bien, lui, il te donne le climat, il te donne un beau local, il te donne les outils, puis il dit « C'est toi le kinésiologue, fais-moi quelque chose avec ça. » C'est exactement ça. C'est vraiment... En tout cas, je pense que c'est bien. C'est peut-être des exemples à suivre des fois... au lieu de forcer la vision de prendre des gens plus compétents que soi ou plus jeunes que soi pour partir ça. Oui, sachant qu'il est également kinésiologue, lui, de formation, mais comme tu dis, plus jeune. Plus jeune, c'est ça. Avec la nouvelle vision de se fier à qu'est-ce que les jeunes vont apporter plutôt que de rester dans nos vieilles idées. Donc, ce que je voulais que tu me dises, c'est quel service offre Kiné Endurance? Donc, d'un coup que tu as monté tout ça, ça ressemble à quoi les services que vous offrez maintenant? Le plus gros de notre travail, c'est l'évaluation de la condition physique, l'analyse biomécanique, donc l'analyse du patron de course, si tu préfères, savoir si la personne a une bonne technique de course. Et il y a aussi quelque chose que ça fait seulement 1 an qu'on met l'emphase sur, c'est l'analyse de la vitesse maximale aérobie, le test VMA, par 2 différents protocoles, mais par un des protocoles qui est VAM-EVAL, donc qui se fait sur tapis roulant. Et ça fonctionne très bien parce que c'est un peu la base de mon entraînement que j'offre parce que j'ai besoin de savoir ses vitesses d'entraînement. Et pour y arriver, bien, je fais faire ce test-là, qui est le test VMA là, par ce protocole-là. Qu'on va arriver dans vraiment pas long. Donc, excellent, tu dépasses un petit peu mes questions. Donc, concrètement, les gens peuvent aller chez Kiné Endurance, payer un certain montant pour avoir une évaluation de leur technique de course, j'imagine programme de course. Programme de course, oui. Et évidemment la VMA qui découle plusieurs autres trucs. Oui. Puis vous offrez aussi les clubs de course cliniques, donc absolument. on peut courir plusieurs fois par semaine en équipe. Avec le groupe, avec une super belle équipe qui est l'équipe Endurance, là. Donc, il y a plusieurs détails de toute façon sur le site internet, la boutiqueendurance.ca. C'est ça, on va mettre les liens dans les notes d'épisode. Excellent. Fait que maintenant, je fais un petit pivot vers ton cheval de bataille, parce que pour ceux qui ne connaissent pas Dom, sa recette à lui, c'est de courir lentement. C'est celle qui privilégie, il le dit, qui s'adapte à ses clients, mais celle qui privilégie, c'est de courir lentement. Puis si vous l'avez sur Strava, si vous êtes un client ou quoi que ce soit, vous allez sûrement voir un commentaire à un moment donné du genre « tu cours trop vite ». Si je demande à Dom qu'est-ce que je dois améliorer, il dit « cours plus lentement ». Donc, son cheval de bataille, c'est vraiment de courir lentement. Fait que là, j'aimerais ça que tu prennes le temps de nous expliquer c'est quoi courir lentement, c'est quoi la mécanique derrière, c'est quoi la logique ou la mécanique derrière. Encore là, c'est une super bonne question. Je vais y aller, sans trop rentrer dans les détails, je vais dire que pour moi, la course à pied, c'est pas un entraînement, c'est jouer dehors. Il faut comprendre que moi, je ne m'adresse pas à celui qui veut aller aux Olympiques, je m'adresse plus souvent qu'autrement à monsieur, madame, tout le monde, et j'en fais partie. C'est pas parce que je fais des bons chronos que je me considère plus élite. Non, je suis monsieur, madame, tout le monde, et ce qu'on veut, c'est aller courir. C'est avoir du plaisir à aller courir et c'est de le faire régulièrement. Puis d'avoir envie, d'avoir hâte à la prochaine séance. Ce que je veux dire par là, c'est que en courant lentement, j'ai plus de plaisir à le faire. Donc, j'ai plus de plaisir à peut-être vouloir faire 5-10 minutes de plus à la fin de ma séance. J'ai plus de plaisir et moins de douleur. Ce qui fait en sorte que le lendemain matin, quand je me lève, je suis moins courbaturé de la veille et ça va peut-être me donner envie d'y retourner un petit 20 minutes ou 30 minutes aujourd'hui. Ça fait aussi en sorte que quand j'ai des amis qui veulent aller courir avec moi, mais au lieu de le voir comme un entraînement, on peut le voir comme une sortie où on peut discuter ensemble pendant la sortie. Donc, il y a tous ces bienfaits-là qui viennent avec le fait de ralentir. Il y a aussi le fait que lorsqu'on court vite, on se freine. On a l'impression qu'en courant rapidement, c'est là qu'on va s'améliorer. Mais c'est pas vrai, c'est faux. C'est en courant lentement qu'on s'améliore. Pourquoi? C'est qu'en courant rapidement,
on met l'emphase sur un élément qui est le cardiovasculaire, sur le fait de s'améliorer en vitesse. Mais prenons l'exemple de quelqu'un qui s'entraîne pour 10 km, un demi-marathon ou un marathon. C'est des longues distances, c'est des longues durées. Un demi-marathon, pour la plupart du monde, c'est entre 1h15 et 2h30. Ce qui fait en sorte que ce n'est pas des intervalles qui vont t'aider à réussir à atteindre ton objectif. De s'entraîner 10 minutes à pleine puissance ne vont pas t'aider à courir C'est exactement pendant 2h30. C'est exactement ça. C'est pas parce que tu fais ton 4 km en bas de 20 minutes ou en bas de 15 minutes que ça va t'aider à faire ton demi-marathon rapidement ou que ça va t'aider un jour à devenir marathonien. Ou Usain Bolt qui fait des 100 mètres, lui, il va mettre l'emphase sur le cardiovasculaire puis sur les entraînements par intervalle. Moi qui veux faire un marathon en bas de 2h30, ce n'est pas les intervalles qui vont m'aider, mais c'est le volume. Et pour arriver à faire un bon volume, il faut apprendre à ralentir et apprendre à trouver ça plaisant de ralentir. Je comprends. Tu comprends un peu l'idée derrière? Moi, je l'appuie aussi. Donc, un peu plus tôt, tu nous as parlé de la VMA, tu m'as un petit peu dévancé. Juste pour mettre un petit peu en contexte, c'est la base pour déterminer nos vitesses. Donc, je voulais savoir premièrement, qu'est-ce que la VMA? Donc, vitesse maximale anaérobique, si je ne me trompe pas. C'est vitesse maximale aérobie. Fait que dans le fond, l'idée, c'est de savoir à quelle vitesse maximalement je suis capable d'aller avec de l'oxygène. Okay. Donc, si je faisais un sprint dans la rue, bien évidemment que je serais en anaérobie, j'aurais pas d'oxygène, je serais capable d'aller beaucoup plus rapidement. Je serais capable d'aller peut-être à 30 km/h, on va dire. Mais le but de ce test-là, c'est pas de mesurer cette vitesse-là, c'est de mesurer la vitesse maximale à laquelle je suis capable d'aller avec de l'oxygène. Et pour ça, bien, il faut un protocole. Je peux pas juste dire, bien, fais un sprint puis je vais savoir à quelle vitesse tu peux aller. Et puis moi, le protocole que j'utilise beaucoup sur tapis roulant à la boutique, c'est le protocole VAMEVAL, qui est très juste, qui ne surestime pas et qui ne sous-estime pas non plus. L'idée est qu'on met une inclinaison sur le tapis roulant à 1%. On commence le tapis roulant à 8,5 km/h. Et on augmente le tapis, la vitesse du tapis roulant de 0,5 km/h à chaque minute. Okay. Donc 8,5, 9, 9,5, jusqu'à ce qu'on soit plus capable. Jusqu'à temps que la personne soit plus capable. Vraiment. Et là, on prend la dernière minute complétée, si je me souviens bien. Exactement, tu as tout compris. On prend cette dernière minute-là et la vitesse à laquelle on a couru. Okay. En exemple, si toi, tu avais fait ce test-là, ça te donnerait 15 km/h. Donc, tu aurais une vitesse maximale aérobie de 15 km/h ou 4 minutes au kilomètre, si tu préfères. OK. Puis ça, avec ça, qu'est-ce que ça nous permet de faire avec ça? Prenons l'exemple, encore une fois, de quelqu'un qui fait une VMA de 15 km/h ou 4 minutes au kilomètre. Ça voudrait dire que, pour un coureur, on serait capable de dire que cette personne-là est capable de faire 8 minutes aux 2 km. 4 minutes au kilo fois 2 kg, donc 8 minutes aux 2 km. Et à partir de ce chiffre-là, à partir de cette donnée-là, je suis en mesure de savoir ce qu'il vaut sur 5 km. Donc, il fait 4 minutes au kilo sur un 2, bien, je vais ajouter entre 10 et 15 secondes pour un 5 km. Donc, 4 minutes 10 ou 4 minutes 15. Et ensuite, je pourrais faire la même chose au 10. Donc, entre 4 minutes 25 et 4 minutes 30 au kilomètre pour sa vitesse 10 km. Et je peux refaire le même protocole pour demi-marathon et marathon en ajoutant des secondes à chaque fois, et évidemment en lien avec un calcul mathématique qui est assez... C'est ça, c'est pas juste 15 secondes, il y a un calcul mathématique qui est derrière. Oui. Donc, si je comprends bien, on fait la VMA, tu extrapoles une vitesse sur un 2 km de cette VMA-là, oui. Donc tu divises, puis ensuite tu peux calculer toutes tes autres vitesses. Exactement. Sur papier, parce qu'il faut dire que dépendant du terrain, de la condition, c'est possible sur 2 km tu le fasses, mais que sur le 42, tu vas mourir avant. Absolument. Donc, c'est sur papier, c'est pour donner un guide dans le but de faire des programmes d'entraînement. Absolument, tu as tout compris. Et quelle est la vitesse lente par rapport à tout ça? Et c'est là où j'en perds beaucoup. Hein? C'est là où il y a beaucoup de coureurs à la boutique qui viennent et qui me disent qu'ils courent à 5,30 du kilo ou à 6 du kilo en me disant « c'est pas trop vite ». Oui, c'est trop vite si c'est considéré comme ta vitesse demi-marathon ou ta vitesse marathon. Il faut courir environ 30 secondes à 1 minute plus lent au kilomètre, 80% du temps, que la vitesse marathon. Fait que si ma vitesse marathon, c'est 6 minutes au kilomètre, ben, je devrais courir en entraînement toujours entre 6 minutes 30 et 7 minutes au kilomètre, si je veux m'améliorer. Donc, c'est la plus lente de toutes les vitesses qu'on a établies depuis tantôt.
Je comprends. Supposons que les auditeurs nous écoutent, qu'ils n'ont pas fait. Je leur recommande de faire des tests de VMA avec des spécialistes, mais mettons qu'ils veulent s'enligner, ils ont fait un 5, ils regardent leur vitesse au 5. Est-ce qu'il y a des sites ou un calcul qu'ils peuvent faire rapidement pour déterminer ces vitesses-là? Absolument, c'est encore une fois une bonne question. Si j'étais un coureur, là, auditeur aujourd'hui, je me fierais sur une des distances. Donc le 5 km, le 10, le demi ou le marathon. Et puis, j'ajouterais 15 secondes au kilo pour chacune des distances. Fait que de 5 à 10, si tu as fait que 5 minutes au kilo sur le 5 km, au 10, ça devrait être 4,45. Un peu plus lent, 5,15. 5,15, oui, c'est vrai, c'est le contraire. Pas de problème. Dans l'autre sens, 5,15, 5,30. Et quand on arrive à vitesse marathon, pour déterminer notre vitesse lente, on rajoute entre 30 et une minute. Exactement. C'est là que ça fait mal. C'est là que ça fait très mal pour tout le monde, en fait. Ça fait mal pour tout le monde. Et comme Dom il dit, c'est une vitesse qu'on devrait avoir honte. J'espère que personne ne va me voir courir à cette vitesse-là. Absolument. Si vous sentez comme ça, c'est que vous êtes à la bonne vitesse. C'est exactement ça. Et dans un entraînement normal, qu'est-ce qui serait un bon ratio, j'imagine, pour des longues distances? Parce que comme on a dit, pour les courtes distances, c'est les intervalles. Qu'est-ce qui serait un bon ratio vitesse lente versus entraînement intervalle? On parle beaucoup du 80-20. Okay. Donc 80% de vitesse lente pour 20% d'intervalle ou de vitesse un peu plus rapide. Alors, si prenons l'exemple de quelqu'un qui court 5 fois par semaine, ce qu'on va souvent faire, c'est 2 sorties à basse vitesse, donc en vitesse lente, une longue sortie qui se fait également en vitesse lente, mais on pourrait ajouter quelques minutes ou quelques kilomètres à la fin de la longue sortie en vitesse marathon, qui est une vitesse pas trop élevée, mais on va un petit peu dans l'intensité. Et à l'intérieur de ça, on pourrait ajouter 1 ou 2 séances d'intervalle. OK. Donc, la plupart des gens vont vouloir 2, mais moi, en exemple, une séance d'intervalle par semaine, et c'est suffisant. C'est largement suffisant. On ne se brûle pas une séance d'intervalle. Tu as tout compris. Exactement. Mais merci beaucoup, Dom. Ça fait le tour de notre pivot sur la course lente. J'espère que les auditeurs vont apprécier. C'est maintenant le temps de notre question Back in Time. Excellent. J'ai une DeLorean modifiée qui nous permet de voyager dans le passé et d'aller voir Dom le coureur à l'époque qu'il veut pour lui dire ce que tu veux. Premièrement, quelle époque qu'on retourne? Et deuxièmement, qu'est-ce que tu lui dis à ce Dom-là? Ce que je ferais, c'est que je retournerais en juillet 2014. J'irais en juillet 2014. J'ai commencé à avoir des douleurs à l'insertion du tendon d'Achille. Il y a une bosse qui a poussé à l'arrière de mon talon. Ça me fait mal. Ça me fait mal en courant, puis ça me fait mal aussi le matin. Et j'ai continué à courir. J'avais un marathon au mois de novembre, donc je me suis dit, après le marathon, je vais arrêter la course. Donc en 2014, tu te blesses. Je me suis blessé en 2014. Okay. J'ai eu une douleur à l'insertion du tendon d'Achille, mais je continue à courir. Jusqu'en novembre 2014. Et ensuite, après le marathon, j'ai dit « je vais prendre une petite pause ». J'ai pris une petite pause de 4 semaines, mais j'ai repris au mois de janvier 2015, toujours avec la même douleur. En mars 2015, je m'en vais voir un médecin, je lui dis que j'ai de la douleur. Pour une autre raison, il me prescrit des Celebrex, qui est un anti-inflammatoire très puissant, et ça l'enlève la douleur à mon insertion du tendon d'Achille. Et donc, de février-mars 2015, pendant 8-10 mois, suite à ça, je continue les anti-inflammatoires. Ça me crée plus de douleur, évidemment. Et là, j'avais un marathon en octobre 2015. Suite au marathon, j'ai repris une autre pause parce que je me suis dit, je veux guérir la douleur. En janvier 2016, je recommence les anti-inflammatoires Celebrex pour pouvoir recommencer à courir. Donc, j'ai toujours pas guéri la douleur. Fait que tu triches un peu avec les médicaments. Beaucoup, si je comprends bien, parce que j'ai demandé au médecin, peux-tu renouveler la prescription? Mais je lui ai menti. C'était pour une autre raison. J'ai eu une fracture ailleurs au niveau du corps. Et je lui avais demandé, peux-tu renouveler la prescription? Ma fracture me crée encore de la douleur. Mais c'était pas vrai. Ma fracture me créait plus de douleur du tout. Mais je voulais continuer à courir. Puis j'avais pas le goût de prendre une longue pause. Donc, janvier 2016. Fait que ça, c'est en plein tout le contraire de tes conseils. Là. Absolument. Quand on parle de cordonnier mal chaussé. Très mal chaussé. Parfait. Donc, je te laisse continuer en 2016. En 2016, janvier 2016, j'ai encore de la douleur. Donc, je prends les anti-inflammatoires jusqu'en octobre 2016, qui est un autre marathon que j'avais en tête. Mais je sentais, là,
que les anti-inflammatoires ne faisaient plus effet. Donc, je doublais la dose, j'en prenais plus qu'il fallait, mais j'avais quand même de la douleur. Je me suis dit, il me reste encore un mois avant mon marathon. Après ça, je vais vraiment prendre une pause. Et malheureusement, ça a été mon pire marathon. Ça a été catastrophique, c'était difficile, c'était pénible. J'ai souffert. Et en janvier 2017, quand j'ai repris un peu la course, j'étais plus capable. Donc, j'ai eu une infiltration de cortisone pour enlever la douleur à l'insertion du tendon d'Achille. Et c'est en avril au marathon de Boston que ça a déchiré. J'ai eu une déchirure à l'insertion du tendon d'Achille suite à l'infiltration de cortisone et suite au fait que j'ai jamais arrêté la course parce que je voulais continuer. Et tout ça pour répondre à ta question, si je pouvais retourner dans le temps, en juin 2014, je me serais dit, laissons tomber le marathon au mois de novembre, fais pas ce marathon-là, guéris ton bobo, parce que c'était le meilleur moment de le guérir, c'était au début. Et c'est difficile à assumer parce que toutes les choses que j'ai faites par la suite ont fait du coureur que je suis aujourd'hui. Mais probablement que je serais encore un meilleur coureur si je m'étais écouté et j'avais dit non, faisons pas ce marathon-là, ça donne rien. Reporte-le. Je ne sais pas pourquoi on se freine à vouloir absolument faire cette course-là, mais j'aurais jamais dû. J'aurais dû mettre un frein, guérir ce bobo-là et je serais un bien meilleur coureur aujourd'hui. Donc, on dirait patience. Beaucoup de patience. Beaucoup de patience. Dom, sois patient, ça va venir. Ça va venir. Le temps va vite, donc ça va arriver plus vite que tu On va s'améliorer. On va s'améliorer. Pas besoin de s'améliorer cette année. Si tu veux courir toute ta vie, tu peux t'améliorer l'année prochaine, l'année d'après. Oh, il nous reste encore un peu de temps. Il nous reste encore un peu de temps, effectivement. On l'espère. En fait, effectivement. On l'espère tout. Merci pour cette question, Back in Time. Donc, takeaway, on prend ça en patience. On peut un petit peu retarder nos objectifs. Absolument. Surtout pour ne pas se blesser. Qui est une devise de Dom, d'ailleurs, quand il fait ses entraînements, c'est de courir sans blessure. Donc, c'est pour ça que c'est un peu drôle de voir le coach qui se blesse et qui triche par la médicamentation pour avoir ces trucs. Donc, comme toute bonne personne, faites ce que je dis, pas ce que je fais. C'est bon. Bon, maintenant, c'est l'heure de nos questions intervalles. Je voulais savoir, c'est des questions courtes, dans le fond, qui se répondent par un ou deux mots. Là, si tu sens le besoin d'élaborer, tu peux, mais dans le fond, l'idée, c'est vraiment juste de faire un petit topo rapide en terminant. Donc, tu cours avec ou sans musique? Sans musique. Sans musique, puis ça t'apporte concentration? J'aime ça m'inventer des histoires. Je ne sais pas si c'est ce que tu fais aussi, Francis, ou si c'est ce que les gens font, mais moi, je suis le roi du monde quand je mets des souliers de course dans mes pieds. Je m'invente des histoires, je rêve quand je cours. Puis avec de la musique, j'arrive pas à rêver autant, j'arrive pas à m'inventer des belles histoires. Alors je cours sans musique et c'est le plus beau moment de ma journée quand je cours. On est le roi du monde à courir sans musique. C'est ça. Ton accessoire indispensable, donc si tu vas sur une île déserte, Dom le coureur, il amène quoi? J'amène ma montre GPS, un ordinateur et un fil pour plugger ma montre. Puis de l'électricité. Puis un Wi-Fi. C'est indispensable. Ma copine rit souvent de moi parce que si on part courir puis j'arrive en bas, parce que j'habite dans un condo, si j'arrive en bas et j'ai pas ma montre, c'est sûr que je remonte en haut. Là. Je peux pas aller courir sans ma montre. Il faut que je sache à quelle vitesse je cours et quelle est la distance que j'ai fait. Je suis pareil comme toi. Moi aussi, c'est définitivement la montre. Peut-être une génératrice pour être sûr d'avoir de la batterie. C'est ça, exactement. T'as tout compris. As-tu une ressource que tu voudrais conseiller à nos à nos auditeurs? Livres, applications, sites web, quelque chose que tu utilises? Ça peut être en dehors de la course. Ouais, je dirais d'avoir un plan ou un entraîneur ou une personne ressource. Souvent, il y a quelqu'un qui va venir à la boutique puis qui va me dire « Hey, t'aurais-tu un conseil à me donner? » Et je réponds « Non. Je te connais pas. Je connais pas ton historique. Je connais pas ton expérience et je ne suis pas ton entraîneur. » Puis si tu commences à mélanger toutes les recettes au monde que tu vas voir sur Internet, que tu vas voir dans les livres ou que les gens vont te parler, bien, tu vas faire un gâchis au final. Fait que je vous dirais, trouvez-vous un plan, une recette, un coach, un livre, et fiez-vous à ça. Faites confiance à la recette que vous allez trouver et là, vous allez connaître le succès. Mélangez pas 12 000 recettes. C'est ça, de ne pas aller chercher 12 000 recettes. Oui, c'est ça. Va lire sur le sujet, ça c'est bien. Mais commence pas à changer ta recette parce qu'il y a un livre qui a dit qu'il fallait faire 12 intervalles par semaine. Tu sais, chacun sa recette. Chacun sa recette. D'ailleurs, quand souvent les gens viennent me voir, vu que je cours de plus en plus, ils me demandent « As-tu un conseil pour moi? » ou ils me demandent des conseils. Je leur dis, le conseil, c'est
Va t'appuyer de quelqu'un compétent pour t'aider. C'est bon, non, ça. Ben oui, parce que je suis pas là, je peux pas te dire c'est ta situation, n'importe quoi. Donc, trouve quelqu'un de compétent pour t'aider, puis écoute-le. Absolument. C'est le conseil que moi je donne. Pleinement d'accord. Donc, ta ressource en même temps, j'avais une question, le conseil que tu donnes, mais on va dire de se fier à une recette. Absolument. De prendre une recette et de la tenir. Quitte à la changer si ça ne fonctionne pas par après, mais de ne pas essayer de la mélanger. Pendant que tu es en train de la faire, ta recette, oui, c'est ça. Exact. Ton prochain défi? J'aimerais vraiment ça, faire un marathon sous les 2h30. Mais je suis patient. Je suis extrêmement patient et je veux être patient. Alors, si c'est pas l'année prochaine, ça sera dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Mais je veux un jour faire un marathon en mode 2h30 et je vais le faire. Je vais tout donner dans ma vie pour réussir ça. C'est le défi que je m'offre. Je veux atteindre cet objectif-là que j'ai depuis que j'ai commencé à courir. Donc, 2h30 sans se blesser. Sans Célébrex. Pas d'Advil, pas de Célébrex, pas de cortisone. Exactement. On réussit en mode 2h30. Absolument d'accord. Idéalement, avant de mourir. Avant de mourir, si possible. Parfait. Si les gens veulent en connaître plus sur toi ou sur Kiné Endurance, Boutique Endurance. Sinon, écrivez-moi. Okay. Dominique avec un C à la fin, .endurance@gmail.com. Je réponds super rapidement au courriel, alors écrivez-moi, gênez-vous pas, ou ajoutez-moi sur Facebook, Dom Royer, Dom espace Royer. Ajoutez-moi, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Parfait. Donc, je vais mettre le lien vers ta page Facebook ainsi que ton courriel dans les notes d'épisode pour ceux qui voudraient aller le chercher. Numéro 1. Bien, merci beaucoup, Dominique. Ça me fait plaisir. Tu nous as apporté beaucoup de valeur, puis j'espère que ça va inciter les gens à courir moins rapidement. Merci beaucoup, Francis. Merci. Dans le but de garder les épisodes du podcast Coureur.io le plus intemporel possible, j'évite de mettre des dates, des prix ou des événements sporadiques qui auraient pu se passer durant la semaine. À ce compte, nous avons une page Facebook sur laquelle vous pouvez nous suivre et avoir de l'information supplémentaire. Je vous invite à nous joindre au facebook.com/coureur.io. Merci Dominique, merci pour ton temps, merci pour cette entrevue, merci pour ton hospitalité, c'est vraiment apprécié. Donc si je résume en bref, on court lentement pour les raisons suivantes. On évite les blessures, on s'améliore sur les longues distances et surtout, ça nous permet d'apprécier le moment, ça nous permet d'apprécier nos sorties et ça peut même devenir quelque chose de social si on va courir avec des gens qui eux aussi courent à vitesse lente, ça nous permet d'échanger pendant nos courses. Pour ceux qui en auraient manqué des bouts quand on parlait de la vitesse lente et comment la déterminer, c'est assez simple. On part d'une vitesse connue en événement, donc un 5 km, un 10 km, un 21 km, un marathon. Le but, c'est d'avoir une vitesse en événement et non une vitesse en entraînement, puisque c'est plus près de la réalité. Ou on fait un test de VMA que je vous suggère fortement de vous faire accompagner pour le faire. Sinon, on a expliqué un petit peu le protocole de Dominique. Vous pouvez taper sur Internet et trouver plusieurs protocoles pour le faire. À partir de cette vitesse, maintenant, on ajoute 15 secondes par type d'événement. C'est pas tout à fait le calcul, c'est un calcul un peu plus complexe, mais ça donne quand même une bonne idée. Donc, si sur le 5 km, on a un pace de 4 minutes au kilomètre, ça veut dire qu'au 10 km, on devrait avoir un pace de 4 minutes 15, au 21, 4 minutes 30 et au marathon, on devrait avoir 4 minutes 45. Donc, à partir de notre vitesse de marathon, on peut ajouter entre 30 et 60 secondes afin de terminer la vitesse lente à laquelle on devrait courir en entraînement. Dans le cas d'une vitesse de marathon de 4 minutes 45, notre vitesse lente devrait être entre 5 minutes 15 et 5 minutes 45. On devrait rester dans ce range-là en entraînement 80% du temps. C'est la recette de Dominique. Pour ma part, je cours lentement depuis plus de 3 ans et ça n'a été que des résultats bénéfiques pour moi. Je n'ai eu aucune blessure depuis que j'ai commencé à courir lentement. J'ai atteint tous mes objectifs que je m'étais fixés en début de saison. Et surtout, j'apprécie vraiment courir et je garde une constance à le faire. Donc, je le recommande fortement à tout le monde. Si on veut rejoindre Dominique, on le rejoint sur son courriel au Dominique, DOMINIC.endurance, ENDURANCE@gmail.com. On peut aussi le rejoindre sur son Facebook en cherchant le nom Dom, DOM, espace Royer, ROYER. Sinon, il y a toujours le site de la Boutique Endurance au boutiqueendurance.ca.
J'aimerais remercier l'équipe du Pro Gym qui m'ont permis d'essayer les tapis roulants Air Runner. Ils en ont quelques-uns dans leur salle multifonctionnelle ou comme on dit en anglais de CrossFit. C'est des tapis roulants qui sont faits en demi-lune, donc sont faits pour éviter les chocs. C'est vraiment intéressant. Il n'y a pas de moteur. C'est vraiment juste par son poids qu'on contrôle la vitesse. C'est spécial et comme c'est fait en demi-lune, ça évite les chocs, donc ça donne pas mal aux genoux. C'est vraiment une belle alternative pour ceux qui doivent s'entraîner à l'intérieur. Je vous invite à aller essayer ça. Au Pro Gym, il y en a quelques-uns dans la salle multifonctionnelle qui est vraiment génial aussi. Ils ont vraiment refait une salle multifonctionnelle pour les amateurs de CrossFit ou de course à obstacles avec les cordes, tous les obstacles qu'on peut trouver dans une Spartan Race. On a quelque chose pour s'entraîner là-bas pour le faire. Donc, je remercie l'équipe du Pro Gym et je vous invite à essayer les tapis Air Runner. C'est vraiment un produit intéressant. En terminant, je vous rappelle que vous pouvez toujours m'envoyer un petit texto au 514-612-3039. Ça me fera plaisir de vous répondre. Ou vous pouvez texter aussi le numéro de l'épisode qui est le 002 afin de recevoir les notes de l'épisode et d'être tenu au courant de nos prochains lancements d'épisodes et tous les événements connexes qui y arriveront. Sur ce, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis bonne course! Donc, sont faits pour éviter les chocs. C'est vraiment intéressant. Il n'y a pas de moteur. C'est vraiment juste par son poids qu'on contrôle la vitesse. C'est spécial et comme c'est fait en demi-lune, ça évite les chocs, donc ça donne pas mal aux genoux. C'est vraiment une belle alternative pour ceux qui doivent s'entraîner à l'intérieur. Je vous invite à aller essayer ça. Au Pro Gym, il y en a quelques-uns dans la salle multifonctionnelle qui est vraiment génial aussi. Ils ont vraiment refait une salle multifonctionnelle pour les amateurs de CrossFit ou de course à obstacles avec les cordes, tous les obstacles qu'on peut trouver dans une Spartan Race. On a quelque chose pour s'entraîner là-bas pour le faire. Donc, je remercie l'équipe du Pro Gym et je vous invite à essayer les tapis Air Runner. C'est vraiment un produit intéressant. En terminant, je vous rappelle que vous pouvez toujours m'envoyer un petit texto au 514-612-3039. Ça me fera plaisir de vous répondre. Ou vous pouvez texter aussi le numéro de l'épisode qui est le 002 afin de recevoir les notes de l'épisode et d'être tenu au courant de nos prochains lancements d'épisodes et tous les événements connexes qui y arriveront. Sur ce, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis bonne course!